Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. On se retrouve aujourd'hui pour tester l'énigmatique Ortur Obsidian. Donc c'est une imprimante 3D que Gearbest nous a proposé de tester avant même qu'elle soit en ligne sur leur site. Et entre temps, ils l'ont mise en vente et elle n'est toujours pas en ligne sur le site Ortur. Et la fiche produit sur le site officiel, enfin sur le site de Gearbest, s'est étoffée au fur et à mesure. Au début, on n'avait vraiment pas toutes les infos. Donc voilà, c'est assez particulier. Je l'ai reçu il y a quelques temps, j'ai pas eu le temps de la tester jusque là, donc maintenant je sais il y a déjà eu des acheteurs qui l'ont reçu et on en a un qui nous a laissé un commentaire sur le comparateur, sur la fiche produit, en nous disant qu'elle était très bien, qu'il avait été agréablement surpris, mais qu'il n'y avait pas de notice et que par exemple il avait peiné à trouver, enfin il avait peiné. Il nous a dit que le réglage de l'offset Z n'était pas forcément des plus intuitifs. Donc voilà, on va voir comment fonctionne cette machine. Je l'ai quand même ouverte rapidement. La clé USB, en effet, il y a 2 G-codes dessus, rien d'autre. Même pas de notice numérique pour le montage. Par contre, on a une notice papier pour un montage qui est annoncé sur la fiche produit à 20 minutes. En parlant de fiche produit, quand même rapidement, donc elle a été lancée en vente flash à quelque chose comme 260 € entre guillemets seulement, parce que c'est une machine quand même qui offre du 250 par 250 par 300 en termes de volume d'impression, une carte mère 32 bits avec des drivers silencieux, avec des micropas de 1/256e. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Un direct drive, un détecteur de filament, la reprise sur panne. On a aussi un module de contrôle de l'alimentation, donc qui permet de surveiller l'alimentation en cas de surchauffe, que ce soit du lit, de la buse ou de l'alimentation, ça permet de la couper. En fin d'impression également, on peut éteindre l'imprimante 3D, donc ça c'est pas mal je trouve comme nouveauté. L'alimentation c'est du 24 volts, 360 watts de mémoire. Ensuite, on est sur donc une carte mère 32 bits avec un Marlin des plus récents combiné au firmware Free RTOS que je connais pas spécialement mais qui permet a priori à l'écran de fonctionner vraiment de manière indépendante par rapport au print et de pouvoir lancer des commandes sans ralentir le print. Donc ça à voir à l'usage, hein, c'est pas très répandu encore. Donc direct drive, du management cable par nappe, mais nappe sécurisée normalement, contrairement à la X5 qui m'avait posé problème avec ces nappes qui cramaient, et normalement des nappes qui sont ce coup-ci bien dimensionnées par rapport au courant qu'elles doivent véhiculer. Donc à voir à l'usage ce que ça va donner. Ensuite donc on est sur direct drive, je vous disais, avec une cartouche chauffante de 60 watts qui permet à la buse de chauffer jusqu'à 260 degrés. Le lit quant à lui, il a une alimentation de 280 watts et il peut chauffer à 120 degrés. La tête direct drive, elle est annoncée comme modulable et facile à démonter. Il y a quelques vidéos sur la fiche produit, donc ça a l'air plutôt pratique. Voilà, sans plus attendre, on va la déballer. On va la monter et on va voir si j'arrive à lancer un premier print en live. Sinon, ce sera une vidéo exclusivement de présentation et je vous ferai un petit retour plus tard sur l'usage et les performances. Donc, le colis, c'est des plus classiques, hein. Je l'ai juste ouvert sur le dessus pour regarder la notice et également la clé USB. Donc, comme je vous le disais, voilà, on a une notice. Notice en 9 étapes. Voilà, il y a 9 étapes. Ils annoncent 20 minutes de montage. On va voir ça. On a donc un cordon USB. On va pas le démonter pas le déballer pour le moment. Là, on a la poignée a priori avec de la visserie, des clés à laine de différentes tailles, une clé plate et les pieds. Hop, on va mettre ça de côté. On montrera au fur et à mesure. Le câble d'alimentation. Alors là-dedans, on a donc la clé USB, des riselants, un peu de visserie, un capteur de fin de course, on dirait, 2 poulies et une courroie. La courroie, ouais, c'est pour la synchronisation du double axe Z, donc 2 moteurs, un seul driver, mais 2 moteurs, ce ne sont pas 2 axes indépendants. Une petite pince coupante. Ensuite, une bobine. Donc là, on n'a pas beaucoup de filaments, mais ça tombe bien. Cette semaine, j'ai reçu un petit colis de la part de nos amis de chez Composant. Donc la boutique Composant, si vous ne la connaissez pas, vous devriez la connaître quand même parce qu'elle a des bandeaux à plusieurs endroits sur le forum. Boutique française qui est pas mal. Ils nous ont envoyé différents filaments. Donc là, on a des filaments blancs. Non, pas blanc, transparent, 200 grammes de PLA. Hop, est-ce qu'on voit la référence à l'écran? On verra ça au montage. Donc je pourrais faire pas mal de tests là parce que j'ai plusieurs kilos de PLA, PETG et également de TPU. Donc TPU c'est cool, en plus on est sur un direct drive et que moi j'imprime pas mal de TPU pour le drone FPV. Ensuite donc là on a l'axe X avec ce fameux direct drive déjà monté.
Hop. Alors, on va mettre ça. Alors cet axe X, donc on a bien une nappe. Donc là, la nappe, ici, on peut le voir, elle est déjà un petit peu débranchée et pas sécurisée. J'avais cru lire que c'était sécurisé, donc il va falloir bien vérifier ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à noter? Donc, un capteur de proximité. Hop. Une molette de tension de l'extrudeur. Donc ça, c'est plutôt cool pour le réglage. Là, on a une molette aussi côté moteur à l'extérieur. Je ne sais pas à quoi va servir cette molette là. Et ensuite, il y a une LED. Vous devez l'avoir vu, la LED là, juste là. Une LED. Voilà, rien de particulier. On n'est plus sur des rails linéaires, hein, contrairement à l'Orture 4, vous l'avez peut-être remarqué. On est sur des profilés avec du V-slot classique et les roulettes. Donc ça, c'est l'axe X, on va le mettre de côté. Ensuite, donc là, on va retrouver les deux axes Z. Hop, un premier axe Z avec des coupleurs élastiques. Hop. Deuxième axe Z. Donc, il va falloir monter tout ça. Voilà, on peut voir à l'arrière des axes les fameuses nappes. Hein. Ensuite, à cet étage-là, le support de bobine. Ok, donc là on a fini le premier étage. Si vous voulez jeter un petit œil au carton, voilà. Et ensuite en dessous, en toute logique, on va retrouver le châssis a priori avec le lit déjà monté. Donc on va sortir ça. On va essayer surtout. Hop. Oh, ça pèse quand même son poids. Il va rester une pièce au fond. Voilà. Enlever le plastique. On va poser ça avant de regarder quelques détails. Voilà. Et le dernier bout qui reste, c'est la jonction entre les deux axes Z. Hop. Le carton, il n'y a plus rien. On va mettre tout ça de côté. Donc le lit, comme je vous le disais, il va falloir régler les excentriques, ça bouge. 250 par 250, 300 en hauteur en termes de volume d'impression. C'est un lit non amovible. Il est collé. Je ne sais plus en quelle matière il est fait. Bon, moi personnellement, je préfère les lits amovibles et flexibles. C'est plus simple à enlever les objets. On peut voir les câbles d'alimentation qui sont un petit peu sécurisés, même si la finition... Hop, même si la finition n'est pas exemplaire, on aurait pu avoir une gaine thermo qui remonte un peu plus haut. Voilà. Ah oui, je vous l'ai pas montré sur l'axe X, mais sur chaque courroie, on a une vis de tension. Donc c'est pareil, c'est pratique pour les réglages. On n'a pas besoin de s'embêter avec des outils. Pareil sur la courroie de l'axe Y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Donc on a un petit écran, hop, normalement c'est couleur, tactile, un bouton d'alimentation, ça c'est cool, un bouton de réinitialisation en cas de panique. Quoi d'autre? Sur le côté ici, on a port USB et lecteur micro SD. Hop, micro SD, moi ça m'arrange, mon ordinateur portable il lit ça nativement. En dessous, donc voilà, on a le châssis. Je vous le démontrerai après et je vous prendrai des photos que je mettrai sur le blog. On a l'alimentation, donc avec la ventilation, que je fasse pas tout tomber. La ventilation juste là qui est à l'air libre. Ici, juste là, on a la ventilation de l'électronique, carte mère. Donc tout ça, je vous prendrai des photos en ayant démonté le châssis. Il n'y a pas besoin de le démonter sur la vidéo. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va s'attaquer directement au montage. Alors l'étape 1, elle est où l'étape 1? L'étape 1 consiste à installer les pieds avec les 4 vis M5 par 12. Donc les pieds, je les ai vus tout à l'heure en déballant, hop. Donc 4 pieds en caoutchouc pour éviter les vibrations. Et du M4 par 12. Alors voilà, les vis, tout est mélangé.
Va falloir trouver la bonne taille. Je sais pas si je vais peut-être aller chercher un pied à coulisse ou un mètre pour trouver la bonne taille. Donc ça c'est les 12, on va en prendre 4. Alors, faut faire attention sur quelle tranche on la met, puisque du coup cette tranche là on a la prise d'alimentation, donc avec un fusible et un deuxième bouton on-off, donc ça c'est pas mal pour pas l'abîmer. De l'autre côté, a priori, l'USB et le micro sont protégés par les vis, donc je vais pouvoir poser ça, voilà, comme ça, sans rien abîmer. Ça tient pas en équilibre, donc faut la tenir. Hop. Les 4 pieds. On va prendre un des outils, donc la plus grosse clé Allen. Hop. Ça c'est poubelle. Ça, c'est des trucs qui prennent pas de place, hein. C'est dommage d'économiser ça sur la chaîne de montage. Bon après, encore une fois, le prix n'est pas spécialement haut, mais quand même, c'est dommage de nous laisser monter ça. Voilà, les 4 pieds sont installés, ça bouge pas, c'est ma table qui bouge. Étape 1, donc le châssis. Étape 2, les 2 axes Z avec 4 vis de M5 par 25. Donc, les 25 à mon avis, c'est tout simplement les plus grandes. Je vais quand même les mesurer, hein, vu qu'on a plusieurs tailles. Ok, donc c'est cette taille là, j'en sors 4. Ah non, il y a plus grand que 25, donc faut pas se tromper. Voilà, 4 vis. Alors, les axes Z, contrairement à la horture que j'avais bien aimé sur lesquels ils se fixaient sur le côté, là, il faut encore les visser par en dessous. Alors, là, moteur vers l'arrière. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais le mettre sur la tranche du port USB pour pas abîmer le bloc d'alimentation. Ça, c'est dommage, je trouve, franchement, d'avoir à limite se contorsionner comme ça pour faire le montage. Hop. Alors, vous me direz, je serais peut-être plus à l'aise dans mon atelier, mais quand même, ça reste pas hyper pratique, je trouve. Voilà, un premier axe de montée. On va faire le second. Et voilà, les 2 axes sont installés. Qu'est-ce que ça donne en termes de... ils ont l'air pas branlants du tout. Je me disais qu'avec 2 vis comme ça, c'était peut-être limite. Les moteurs ne sont pas collés au châssis, donc ça va leur éviter de chauffer, ça c'est pas mal. Voilà pour l'étape numéro 2. Et ensuite, après les avoir montés, il faut aussi les connecter. Donc de chaque côté, on a un connecteur. On ne peut pas se tromper. Côté alimentation de l'axe X, je vais vous mettre ça comme ça. On a le long câble qui va servir à l'axe X et le petit, tout simplement, qui arrive juste derrière le moteur. Hop, un premier moteur de brancher et un second. Donc voilà, ça c'est simple. Axe Z et motorisation, ok. On n'oublie rien. Donc l'étape 3 consiste à retirer les caches en haut des axes. Je ne sais pas si on les voit bien. Hop, pour pouvoir venir glisser l'axe X, pardon. Donc on va les retirer. Ils sont pas spécialement serrés, donc ça c'est pas mal. Hop. Un, 2, 1. Et 2, 2. Donc ça c'était l'étape 3. C'est pas du recto verso. On va passer à l'étape numéro 4. Étape numéro 4 qui consiste à installer donc l'axe X. Ok, donc là c'est classique, il faut installer l'axe X. Vérifier qu'il est bien parallèle.
Alors, ils nous disent de faire les excentriques, mais ils nous parlent pas de la hauteur, du fait qu'il soit bien parallèle au bed. On verra après. De toute façon, j'ai prévu le coup parce que j'avais vu dans la liste. Du coup, j'ai récupéré un accessoire de la Horture 4, de petits bouts de bois là, qui permettent de venir faire le niveau. Donc, l'axe X, qu'on ne se trompe pas, la buse vers le bas et surtout devant. Donc, ça vient se glisser tout simplement. Il faut passer les tiges là dedans et ensuite les roulettes dans les profilés V-slot. Alors, hop. Et là, il faut visser là-dedans. Là, c'est pas encore synchronisé, donc il faut faire les deux axes dans l'idéal en même temps. Voilà. Attention, là, on arrive à la nappe. Hop. Juste là, qu'il faut passer en dessous de l'axe X. Vous voyez là, la nappe qui bouge. Hop. On va continuer de visser. Plie pas, faut faire bien attention. Ensuite, ce qu'on fait là, c'est qu'on amène tout simplement l'axe au plus bas. Et je vais mettre, moi, ici, de chaque côté, une planche en bois pour vraiment que ce soit pile poil bien aligné. Alors, la nappe, c'est quand même un petit peu plié. Il parle même pas de la nappe, hein. Vous voyez la doc, bon, c'est pas encore ça. L'étape suivante, ça va être de fixer les nappes. On va déjà faire le niveau, peut-être qu'ils nous le demanderont plus tard. Et comme après, j'imagine qu'on va refermer là-haut la synchro des deux axes. Voilà, donc là, l'axe X a l'air bien parallèle. Qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Les excentriques. J'aurais peut-être dû les faire avant. On vérifiera ça après. De toute façon, je referai une passe avant de la lancer. Étape 5, donc il faut... Là, c'est là qu'on a les nappes sécurisées, sur cette partie-là qui bouge beaucoup. Donc ici, hop, il faut un petit tournevis cruciforme qui n'est pas fourni. Donc je vais aller chercher ça. Alors, je ne sais pas si on va le voir correctement à l'écran. Je vous mettrai des petites photos sur l'article, sur le blog. Ici, on a... tout simplement, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais ça permet de faire passer la nappe dedans. Et on est censé passer devant ou derrière. Ok, donc ça s'écarte. Je peux peut-être vous montrer ça avec la GoPro. On va vérifier. Et si c'est pas assez net, parce que la GoPro, la mise au point de près, c'est pas facile. Voilà, juste cette petite pièce là, qui bouge, qui permet de venir glisser la nappe dedans. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais passer la nappe. Donc là, la nappe, on a un scotch dessus qu'on va donc enlever. Donc la nappe est collée jusqu'à l'endroit où elle doit se décoller, donc ça c'est plutôt pratique. Là, j'enlève le petit scotch qui maintenait le bout qui est censé bouger, en essayant de ne pas abîmer la nappe. Hop. Et donc là, on passe tout simplement la nappe dans l'espèce de pince qui va la maintenir. On insère la nappe jusqu'au bout dans le connecteur. Et en la maintenant bien enfoncée, je vais serrer tout simplement la pince. Donc ça, c'est des accessoires que moi j'ai imprimés sur la X1. Hein, et depuis que j'ai sécurisé les nappes, j'ai mis pince imprimé en 3D, plus colle chaude. C'est pas très propre, mais au moins, depuis que j'ai fait ça, j'ai pas recramé une seule nappe. Donc ça, c'est bon. Tout à l'heure, j'avais vu que la nappe de l'axe X, juste là, était légèrement débranchée. Alors elle est collée, celle-ci, normalement, elle n'est pas censée bouger parce que c'est un élément ici qui bouge moins. Mais quand même, je vais essayer de resserrer tout ça par la suite. Et la nappe, du coup, du côté de l'extrudeur qui lui bouge, elle est déjà installée. Et pareil, sécurisée. Je vais vérifier que leur pince est bien vissée. C'est le cas, c'est bien vissé. Donc là, j'ai juste ici que c'est pas très bien branché. Donc là, pareil, normalement, c'est une partie de la nappe qui est sans grosse contrainte. Mais j'y mettrai, je pense, si j'utilise l'imprimante régulièrement, de la colle chaude, vraiment, pour être sûr que ça bouge pas. Ok, donc on a fait en haut, en bas. On peut passer à l'étape 6. L'étape 6, c'est installé avec des vis de M5 par 40, 4 vis M5 par 40. La partie qu'on a déballée tout à l'heure, voilà, a priori, il n'y a pas de sens. Si, là, il y a un sens parce qu'on a les deux trous sur le dessus qui vont servir à venir mettre la poignée. Donc, ensuite, il faut les grandes vis. Donc là, ce coup-ci, les 40, ce sont les plus grandes, il y en a 4. Les M5 également. Hop.
Donc voilà, j'ai terminé l'étape 6. On peut passer à l'étape 7 qui consiste à installer la courroie de synchronisation des deux axes. Alors, la courroie de synchronisation des deux axes. Les vis sont déjà sur les poulies. Donc là, c'est juste le même pochon à utiliser. Et ensuite, on referme sur le dessus. Il faut une clé Allen plus petite. La partie crantée vers le haut. Voilà, pour le moment. Là, c'est descendu. Je vais mettre les deux. Ensuite, je remettrai sur le dessus et je ferai la synchro. Tac. On va mettre la courroie. Voilà. Normalement, là, c'est déjà synchronisé puisque j'ai bien réglé la hauteur du lit de l'axe X. Je vais refaire une dernière fois. Ok, donc là, c'est nickel. On va refermer là-haut. Ensuite, on va remonter la courroie en haut. Les poulies, donc sur les poulies, il faut bien faire attention, il y a deux vis et bien les serrer. Et moi, je trouve ça pratique, hein, cette synchro. Il y en a qui disent que c'est pas utile à partir du moment où les deux moteurs sont sur le même driver. Mais bon, moi, je trouve que ça me permet au moins de faire des manips à la main, de bouger l'axe à la main. Ça peut toujours être pratique. Et là, normalement, une fois que c'est serré, si on bouge un côté, voilà, ça bouge de l'autre aussi. Donc là, je vais pouvoir décaler pour quand même bien serrer la seconde vis sur cet axe-là. Ok, donc là c'est bien serré. Si je bouge, voilà, ça bouge bien ensemble. Je vais vous montrer quand même à la caméra le derrière, même si encore une fois il y aura des photos sur le blog et que les tests sur le blog sont toujours complémentaires des vidéos. On vient de passer une étape supplémentaire. C'était l'étape numéro 7. Donc on installe la synchronisation. Ils nous disent qu'il faut que les poulies soient bien espacées d'1 mm des roulements en haut, donc pour bien que ça tourne sans frotter. Ensuite, on remet les caches que j'ai mis. On peut passer à l'étape numéro 8. L'étape numéro 8, c'est le Z-Origin Switch. On n'a pas connecté... Ah oui, c'est là en fait le connecteur, ça doit être pour le Z-Origin Switch, celui que j'avais vu tout à l'heure. Donc le Z-Origin Switch, il vient côté extrudeur. Donc c'est de ce côté-là, le switch il était là. Et donc il faut 2 M4 par 10 et 4 M3 par 6. Donc il y a déjà des vis là-dedans. Et ça n'a pas l'air d'être les bonnes, à moins qu'elles soient déjà installées. Donc il y a bien les 2 M3 par 6. Les 2 M4 par 10, elles sont dans le pochon. Et les M3 par 6, ils en demandent 4, mais il y en a déjà 2 d'installés, donc il faut en mettre que 2. Et donc là on va devoir les fixer avec des écrous T, ce qui n'est pas toujours très pratique. Alors là il me faut la troisième taille de clé Allen. Ok, donc là on a fixé cette partie là et ensuite il y a la partie qui vient donc sur l'extrudeur, enfin sur l'axe, cette petite partie là en T. Je vous prendrai des photos, hein, vous y verrez mieux. Peut-être que si je vous montre là, ouais non, la notice ça sert à rien à l'écran. Donc bon, là c'est tout bête, hein. Par contre la problématique c'est que là on n'a pas de dock à quel niveau est-ce qu'il faut placer ce Z Origin Switch. Est-ce qu'il faut le mettre plus bas, enfin bus plus bas que le plateau, bus plus haut que le plateau? Comment taffe après le capteur de proximité? Là ça c'est des questions auxquelles il va falloir trouver des réponses. Donc le Z Origin Switch est installé. On va aller regarder quand même qu'il soit pas trop bas. Je vais descendre la tête. Ok, donc là il est trop haut puisqu'il tape dedans. Donc je vais le baisser. On dirait qu'il faut le mettre quasiment tout en bas. Donc je vais monter un chouïa plus que tout en bas. Et si vraiment après ça empêche la buse d'aller trop près du lit, je le rebaisserai, mais bon, j'ai pas envie que ça vienne s'éclater dedans. Et donc ensuite, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est oublier de venir le brancher, voilà, avec le dernier connecteur qui restait, celui dont je vous disais en intro qui servait pour l'axe X. Et en fait non, puisque l'axe X, lui, il est sur des nappes. Ok, donc là on a terminé l'étape 8. L'étape 9, le support de bobine.
Donc, le support de bobine, il est là. Et il faut 2 vis M5 par 25. Non, 4. Support de bobine, moi je trouve ça très bien pour un direct drive qui soit sur le côté. Ma X1, j'ai dû faire une installation avec un trou sur l'étagère du dessus pour pouvoir mettre la bobine sur un support tuche, la The Ultimate Spool Holder, parce que au-dessus ça prenait trop de place. On a des machines qui sont hautes, d'avoir la bobine au-dessus, même si ça permet au filament d'arriver bien par le dessus, ça prend de la place. Donc là je trouve que c'est pratique que ça arrive sur le côté. Par contre du coup on a le capteur qui est déporté et on a quand même 2 pneus fit et un tube en PTFE à mettre comme sur du Bowden, mais l'extrusion se fait là et je vous l'ai pas dit, mais on est sur un dual drive extruder, donc les 2 vis qui tournent. Donc ça c'est pratique et normalement c'est très efficace et très consistant. Donc le support il vient se mettre côté, que je dise pas de bêtises, à l'opposé, voilà, sur le schéma à l'opposé du bloc d'alim là. Donc côté port USB, de toute façon on doit avoir des vis qu'on n'a pas des deux côtés. Si on doit pouvoir peut-être le mettre de l'autre côté, mais je vais faire comme le dit la doc. Et donc il me faut 4 vis M5-25. Il ne reste plus beaucoup de vis. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de spare en visserie. C'est pas ça non plus. J'ai plus de M5 par 25. Il en faudrait 4. J'ai pas de vis déjà fixées sur le châssis. Alors. Bon, soit ils se sont trompés. Ah, c'est bizarre. Je vous mettrai une photo. Dans les pièces recommandées, il faut donc 2 vis M5 par 8. Donc ça, je vais en avoir. Et ailleurs, sur la même image, ils mettent M5 par 25 par 4. Sachant qu'il n'y a que 2 trous sur le support en métal. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas de roulement. C'est dommage, j'aurais pu faire un truc rond pour que ça tourne un petit peu mieux. Mais c'est pas mal quand même. Donc là, il me faut 2 vis M5 par 8. Donc là, des M5 par 8, a priori, c'est bien celle-ci. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on est bon. On va fixer ça. Donc voilà, le support de bobine est installé. Vous voyez juste là. Et on met la bobine comme ça. Il faut que le fil arrive vers le haut, directement dans le bout de PTFE qui est mis de ce côté-là. Ensuite, la dernière étape, l'étape numéro 10, qui consiste à installer la poignée. Vu le poids, bon, je sais pas si c'est très utile de mettre une poignée, mais elle a le mérite d'être là. Donc il faut deux écroutés. Hop. Et les vis, on est sur des vis de M5 par 12. Donc là, c'est les 2 grandes qui restent. Je peux pas me tromper. 2 M5 par 12. Et donc on va bien avoir un petit peu de visserie de rab. Alors, la poignée en plus est en plastique. Injection moulée, mais bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'est solide. La machine pèse quand même son poids. Je ne l'ai plus en tête, mais il est dans les specs sur le blog. Voilà. Tac, on va centrer ça à peu près et on va visser tout simplement et espérer que l'écrouté T-nut se mette bien en travers. Ok, là ça sert. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le PTFE. Donc ils mettent beaucoup de riselants en rab. Je sais pas trop à quoi ils vont servir les riselants. Ok. Alors, le PTFE. Ouais, je sais pas du tout. Ah, bah là, la molette, en fait, c'est sûrement pour insérer le filament à la main, puisque ça fait tourner le moteur, tout simplement. Et puis, bah là, on a ce qui permet de débrayer l'idler pour pouvoir insérer le filament. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt clean comme design, franchement. Donc, le PTFE, il a déjà été inséré et retiré, puisqu'il y a des marques dedans. Hop. On l'enfonce bien, ensuite il est mordu. Là, je vois que le support là du capteur de filament bouge, donc je vais resserrer. Ce sera peut-être quelque chose à faire quand même, de vérifier un petit peu toute la visserie. Donc là j'ai resserré le capteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les réglages excentriques et je vous reprends pour la mise en route de la machine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé les excentriques, que ce soit pour l'axe X ou le lit, pour que tout soit clean, que ça bouge bien sans point dur et surtout que ça ne bouge pas
dans le vide. Ensuite, j'ai quand même revérifié que toutes les vis étaient bien serrées. J'ai rien retrouvé de trop desserré. J'ai quasiment pas pu en resserrer. Donc, il y avait vraiment que le capteur de filament à resserrer. J'ai enlevé la protection du bed. J'ai vérifié les tensions des courroies. Et du coup, là-haut, j'ai retendu un petit peu en jouant. On ne voit pas à l'écran, mais avec, si je la pousse un petit, je la bascule un petit peu. Voilà, avec cette pièce-là, on peut la décaler un petit peu pour retendre la courroie. Donc là, normalement, tout est prêt à faire feu. Donc on va faire un premier démarrage. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même filmer ce petit écran là, ce joli petit écran. Ça filme. On va donc, je vais attraper l'alimentation. Hop, on va la brancher. Donc déjà, je la branche sans appuyer sur le bouton rouge juste là. Là, on appuie. Rien ne se passe. C'est peut-être parce qu'il faut appuyer sur ce bouton d'alimentation là. Ok, donc là, l'écran démarre. On dirait le logo des imprimantes 3D qui s'est affiché. Ça démarre vite. Il y a 0 bruit. J'espère que tout est bien branché. Donc dans l'écran, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que je peux rapprocher un peu. Voilà, donc dans l'écran, on a les températures. Donc il voit une buse à 22, un lit à 23. Donc a priori, les thermistans sont OK. Déplacement. J'ai vérifié hein, quand ça bute dans le capteur. Normalement, ça touche pas le lit. Donc là, on a quand même de quoi faire a priori du home. Désactiver les moteurs. Ça c'est quoi? Ok, là c'est MLAL, manuel leveling, automatic leveling, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Custom. Ok, on ne peut pas rentrer dans ce menu. G-code non plus. Settings, ça n'a pas l'air de répondre. Si, ça répond bien. Mon doigt. Settings, on ne peut pas rentrer. Check. Alors, le X-Min. On va voir s'il fonctionne. Ok. Le Y. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir vérifier comme ça les capteurs de fin de course. Le Y. Et ensuite, on a le Z. Le Z, je vais descendre à la main. Le probe aussi, donc ça c'est le capteur de proximité. Les deux devraient s'allumer normalement, le Z. Donc là, Z-Min, on est en Trigger et c'est bien rouge sur le petit capteur sur le côté, donc on peut le voir en live et normalement. Ouais, donc là la buse est loin encore, alors que le Z-Min est vraiment est déjà activé. Ok, donc là on a le probe open et la buse qui ne touche pas le plateau. On va voir comment faire avec la BL. Déjà, si je fais un... Donc déjà, on sait que là, normalement, si je fais un home, ça ne devrait pas toucher le plateau. Donc le home, j'imagine que c'est la cible. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Elle faisait strictement 0 bruit. Là, on n'avait que l'écran. Et du coup, en faisant le home, elle a démarré donc l'électronique. Et il y a le ventilateur en dessous qui, lui, fait pas mal de bruit. Là, a priori, la buse est bien haute. On est à Z égale 0. Donc on va se déplacer par 50, on va déplacer le X. Ok. Et là on va déplacer le Y. Ah, j'ai refait un home sans le faire exprès. Un home juste sur le Y là-haut. Et il est remonté à Z égale 5, bah, c'est pas grave. On va redéplacer le Y. Donc les 3 touches en haut servent à faire les homes des axes indépendamment. Et on va redescendre le Z par incrément de 1 dans un premier temps. Là, je suis à Z égale 1 et je suis loin du lit. Donc là, je suis très loin du lit. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai calé la buse dans un coin à la main et j'ai vérifié les 4 coins. Après, j'ai réglé pour que le plateau soit bien droit. C'est une base quand même. Donc là, le Z est loin. Z0, on est loin de la buse, donc on va peut-être essayer de faire un automatique bed leveling. Ok, donc là, il est désactivé. Bah, on va le lancer tout simplement. Ok. Probing point 1 sur 25. Donc a priori, il fait 25 mesures sur le plateau. Je vais le laisser en temps réel, ça a l'air d'aller vite. Là, on en a déjà fait 5. Les mouvements,
clairement les mouvements de la machine sont très silencieux. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, le ventilo en dessous, il fait vachement de bruit. Hein. Pour le coup, ça fait plus de bruit que ma X1. Les mouvements, je dirais que c'est vraiment clean. Quand ça bouge, honnêtement, après je pense qu'on est sur des drivers équivalents à des TMC 2208. Bon, ça doit se valoir. Puis là, tout est neuf, les roulettes sont neuves. Mais voilà, les mouvements sont bien silencieux. Mais l'électronique, le ventilo fait beaucoup de bruit. Ok, donc là on ne doit plus voir l'écran sur la caméra GoPro, mais on est à 24. Et le dernier point, 25. Donc là il a terminé. D'office, il a activé le bed leveling automatique. Dans le doute, je vais quand même faire un save mesh. Ok, settings enregistrés. Donc là, si on retourne faire un home, alors il arrête ce coup-ci le home à Z égale 2,8. J'imagine qu'il va falloir régler un quelconque offset. Alors il y a bien un offset à régler. Et pour régler cet offset, il s'est passé un petit peu de temps et le test a duré plusieurs jours. Du coup, j'ai coupé la vidéo. De toute façon, j'avais plus de batterie non plus sur ma caméra. Ça aurait duré beaucoup trop de temps. D'ailleurs, je vais essayer de faire cette conclusion assez synthétique puisque la vidéo au montage, j'ai vu qu'elle était déjà relativement longue. Si vous voulez tous les détails, je vous invite vraiment à lire le topic, le sujet sur le forum de la Ortur Obsidian où j'ai détaillé vraiment tous les éléments du test. Vous allez pouvoir voir que ça n'a pas forcément été très facile parce qu'en effet, j'ai reçu une version pré-commercial, j'étais pas spécialement au courant. On a été que je crois 2 bêta-testeurs en France si je dis pas de bêtises. J'en ai fait partie. Elle a été livrée donc avec un firmware qui était vraiment très anticipé. Les menus que je vous ai montrés avec G-code et autres qui ne fonctionnaient pas ne sont plus disponibles et aujourd'hui tout fonctionne sur les firmwares suivants. Même si sur les firmwares suivants j'ai aussi rencontré quelques problèmes. Aujourd'hui il y a quelque chose de relativement stable. J'ai enchaîné les prints plus j'ai dépassé les 10 heures de print en continu et en globalité je sais pas trop chiffrer, j'ai pas tous les objets que j'ai imprimés là, j'en ai une grosse partie, il y en a déjà qui sont dans les chambres des enfants et autres. Je dirais que je suis entre 50 heures et 100 heures d'impression 3D. Mon plus gros fail c'est celui-ci, donc c'était censé être une grosse citrouille et donc du coup j'ai eu du warping. Alors le fail est doublement de ma faute parce que j'ai mis que 3 tours de jupe sur un lit dont je suis pas hyper satisfait. Et en plus de ça, j'ai vu que ça warpait et je me suis dit je vais le laisser. J'ai quand même mis un réveil au beau milieu de la nuit pour aller vérifier où c'en était. Ça avait foiré, j'ai évité le gros carnage en le laissant tourner plus que ça. Je crois que ça a tourné 12 heures sur un print de 25. Bref, voilà, elle s'est tournée. En termes de fail, bah voilà, en fonction des firmware, ce petit dragon là, donc voilà, qui est imprimé avec du beau BETG gris hématite de chez Composant, c'est du Material Z. Même G-code avec 2 autres firmware, impossible de le sortir. Il s'est arrêté en cours. Ce sont pas les seules erreurs que j'ai pu avoir. Cette belle pièce qui était censée être bien haute pour tester l'impression sur le Z, imprimée sans support sur la carte SD d'origine. Donc voilà, vous pouvez voir quand même que les détails, je vous mettrai des photos hein, comme d'hab sur le blog, sont vraiment bien. Mais la machine s'est arrêtée sans raison. À chaque fois, l'écran est redémarré, elle met qu'elle est prête. Je pense que c'est une mauvaise gestion du module d'Alim. À côté de ça, le module d'Alim, je trouve que c'est très pratique parce que déjà, lorsqu'on allume la machine et qu'on navigue dedans, il y a 0 ventilateur qui tourne. Dès qu'on commence à faire des mouvements, elle se met en route. Donc c'est plutôt cool. Pareil, quand l'impression est terminée, au bout d'un certain temps, tout s'éteint. Donc ça, c'est cool aussi, même si lorsqu'on rallume, on n'a pas les infos de durée sur le LCD du print. C'est dommage pour le test. En parlant de l'alimentation, on a le connecteur là, juste là. Je sais pas si la mise au point se fait bien, mais il est sur le côté. C'est pas pratique. Je préfère moi personnellement avoir la ligne derrière. Après ça va être à la convenance de chacun, mais généralement la ligne se met derrière l'imprimante et c'est plus pratique pour tout le monde. On la voit pas sur le côté et elle ne prend pas de place, elle ne gêne pas. Par contre, pour un direct drive, donc en baudin inversé là avec du PTFE tout du long, la bobine juste sur le côté, moi je trouve ça nickel, c'est pratique. Seul inconvénient, même chose que sur la CR6, guider le filament dans le capteur de filament, même avec du PLA bien droit, bah des fois on tombe pas dans le petit trou en face, ils ont fait un trou qui est quasiment au diamètre du filament. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un insert en forme d'entonnoir qui permet de le guider super facilement. Vraiment dommage.
Une fois qu'il est dedans, je vous ai posté sur le forum des problèmes de filament, notamment flexible, qui ressort. J'ai pris l'habitude sur ma X1 de mettre le filament à la main en débrayant l'idler, tout simplement là. Là, il n'y a pas besoin. On pousse le filament. Dès qu'il est embuté, on tourne ici le moteur de l'extrudeur à la main avec la molette. Ça pousse le filament un petit peu. Une fois qu'il est pincé par les 2 roulettes d'entraînement, donc 2 roulettes, c'est un extrudeur dual gear, 2 roulettes qui tournent. On fait load depuis l'écran, le filament rentre tout seul, ça c'est nickel. À la sortie, il faut faire attention, la fonction unload, je trouve qu'elle est un peu courte et des fois le filament chaud a tendance à remonter dans le head brake et risque de faire un blocage. Pour le coup, moi ce que je fais, c'est que une fois j'en pousse un petit peu de filament histoire qu'il soit bien descendu, je débraye l'idler et je tire un coup sec le fil au niveau de la bobine, tout sort bien pointu et ça bloque pas dans le head brake. Donc voilà, je vais continuer à enchaîner les points comme ça au fur et à mesure que je l'ai dit, qui s'enchaînent bien. L'extrudeur, donc il est vraiment bien, vraiment facile à démonter parce que je l'ai démonté un bon nombre de fois. Le PTFE que j'avais dedans n'était pas à la bonne taille. Et comme sur le premier firmware que j'avais, le ventilateur, d'ailleurs ventilateur qui vont changer sur la version commerciale, ne refroidissait pas assez le coupe-chauffe. Et du coup j'avais des bouchages. Le filament chaud remontait et ça tirait le head brake vers le haut et je me retrouvais donc avec un jeu entre le head brake et la buse où il n'y avait pas de PTFE et du coup le filament venait se loger dedans et me faire des bouchages. J'ai remis un PTFE à la bonne taille, Capricorne bleu, et entre temps j'ai également mis, maintenant je suis fan de ça, j'ai mis un head brake full métal, pas full métal, bimétal de chez BQ. L'avantage du bimétal c'est qu'on a quand même des performances thermiques un petit peu mieux. Même si moi j'ai un E3D Titan Full Metal et que ça fonctionne très bien sur ma X1. Donc voilà, c'est déjà une des petites upgrades que j'ai fait sur la Horture, même si ça imprime très bien avec le module d'origine. Hein. Vous pouvez le voir sur le forum, il y a Xbilou qui a posté Xbilou 360 qui a posté aussi de nombreux prints, qui fait beaucoup de tests et beaucoup de gros prints sur la durée. Donc on a un petit peu tout, à peu près tout sur cet extrudeur. La ventilation bruyante, normalement le ventilateur aussi qu'ils vont mettre dessus devrait être moins bruyant. Le mieux c'est de mettre un 40 par 20 pour le refroidissement et clairement ça fait moins de bruit et ça refroidit mieux. Donc ça c'en est tout pour la tête d'impression. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Puisqu'on en est du coup avantage inconvénient, le lit. Et le lit, c'est du lit qui n'est pas amovible et franchement il y a des moments ça colle énormément. La plupart de mes prints se sont décollés de même lorsque le lit est devenu froid. J'en ai quelques-uns, mais c'est ce bête petit dragon là qui a pas une empreinte énorme sur le lit. Par contre, voilà, on a des premières couches qui sont vraiment clean. J'ai galéré à l'enlever, donc il est déjà marqué. Et à côté de ça, si jamais on force trop, qu'on appuie un peu trop sur un ressort et que le lit bouge entre deux prints, le mesh leveling n'est plus bon. Le mesh leveling, déjà, ce que je comprends pas, c'est qu'il se base. Alors c'est soi-disant pour aider à calculer l'offset entre la buse et le capteur de filament. Donc, ce qui se passe, c'est que il faut faire, c'est l'erreur que j'avais faite moi dans un premier temps, il faut faire un bed leveling à la main avec le capteur Z, N-Stop Z enclenché. Moi, je l'avais fait bêtement sans me fier au capteur Z et du coup, le capteur Z m'arrêtait la buse trop haute. Et ce qui se passe, c'est que ce capteur-là, il fait l'offset, il fait la différence entre le Z égale 0, donc quand la buse est quasiment sur le lit, et lui quand il voit le lit, il fait le calcul comme ça. Donc personnellement je suis habitué au BL Touch et je fais un BL Touch avant chaque print, même si ça prend un petit peu de temps, donc c'est plus fiable je trouve. Comme ça au moins si le lit a bougé, si on imprime entre 60 et 80 degrés, voilà, on peut refaire un leveling plus que correct. Voilà, je suis pas fan non plus donc du coup de ce mesh leveling, même si une fois fait il est efficace. Voilà, faut juste faire attention à pas trop bouger le lit, mais clairement en termes d'upgrade, en plus de ce full metal sur le head brake, je vais y mettre un lit magnétique PEI. C'est ce que je préfère, j'en ai testé pas mal et sur la X1 c'est ce que j'ai gardé. Des couches qui collent super bien et qui surtout sont super lisses et qui se décollent facilement à froid et en pliant le lit. Donc voilà. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi sur l'extrudeur, un truc qui est vachement pratique, c'est pour voir ce qui se passe, si c'est bouché, si c'est cassé, si le filament rentre bien. Ici, si on dévisse cette petite molette, je vous ai mis des photos sur le forum, on peut ouvrir, il y a un clapet et on voit l'intérieur où il y a les 2 roulettes. Donc ça, c'est pour le debug, le diagnostic, c'est pas mal, c'est pratique. Ensuite, pour la mise en route, donc ce que j'ai fait moi et ce qu'il faut, je pense, faire sur toutes les machines, même s'il y en a qui militent pour des machines vendues, prêtes à être installées. Pour de la maintenance, il faut savoir régler les excentriques. Donc sur une machine, la première fois qu'on l'utilise, moi ce que je fais, c'est que je règle les excentriques.
La clé plate qui est fournie avec, trop courte, hein, c'est pas pratique, surtout pour le lit. On règle les excentriques, on vérifie les tensions de courroie, donc là ça se fait facilement, que ce soit sur X ou sur Y, avec les petites vis, donc ça c'est vraiment pratique. Comme je vous le disais dans la vidéo, la première partie de la vidéo, ici moi c'était mal branché, donc bien vérifier que les nappes sont bien branchées et bien sécurisées, et remettre un petit coup de tournevis ou de clé Allen sur toutes les vis, histoire de vérifier que tout soit bien vissé, parce que voilà, on n'est pas à l'erreur on n'est pas à l'abri d'une erreur lors du montage sur la chaîne de montage. Voilà, avant de vous dresser une petite conclusion rapidement, je vais quand même vous montrer les quelques impressions que j'ai faites. Donc un petit vase, il y a quelques petits défauts, je ne sais pas si on va bien les voir à la caméra, mais très léger sur les parties très fines. Sans ça, le vase est vraiment nickel. Donc il est sorti avec le vase mode de Simplify 3D. C'est du PLA Matériel Z, toujours de chez Composant. Encore une fois, je remercie Composant et aussi Stronger 3D. J'ai reçu un gros colis il n'y a pas longtemps. Ils nous ont envoyé énormément de bobines. Là, la plupart des prints sont faits avec du matériel de chez Composant. Donc, on a le PLA en doré. Les prints blancs, là, voilà, c'est un torture test. Les petits cylindres ne sont pas sortis. On a beaucoup de stringing. On a le bridging qui est pas excellent. Les photos sur le forum et sur le blog vous en diront plus. Il y a eu un firmware avec un bug et si le ventilateur n'était pas à 100%, ventilateur de refroidissement du PLA, et ben tout simplement le ventilateur ne tournait pas. Simplify 3D, en fonction des durées de couche, ralentit souvent le ventilateur et du coup il était beaucoup arrêté et il s'en résulte que le print n'est pas génial. Mais encore une fois, quand même, il n'est pas trop mal sorti. Je l'ai refait, donc là sans post-production, il y a un tout petit peu stringing, mais avec un ventilateur qui tourne. Les pins cassés sur les autres, c'est mes enfants qui ont joué avec. Il n'y a qu'à 0,2 en termes de tolérance que le petit cylindre n'est pas sorti sans forcer. Les autres, c'est sorti tout seul. Vous pouvez voir que dessous, le overhang, donc les porte-à-faux, sans support. Voilà, là, il y a 0 post-traitement. Pas de vibration, pas de ringing. Hop, pareil, on verra mieux sur les photos. Là, l'éclairage est un peu trop fort. Le torture test est super bien sorti. Donc voilà, globalement, c'est une machine, vous allez voir, qui imprime très bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Le Benchy, hein. Même problème qu'avec la petite Easy 3D X1. Le Benchy est vraiment très bien sorti. Il y a rien à dire. Une très belle pièce. Plus de plastique blanc fourni par Orture. Sur le firmware que j'avais, pas de pause de l'impression possible. Donc j'ai surveillé et j'ai fait glisser le filament PLA doré. Et pour le coup, ça s'est bien fait parce qu'on voit pas le changement de filament. Donc ça, c'est le petit Benchy. On avait le vase, le torture test très bien réussi. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, l'espèce de tour sur la carte SD que j'ai pas terminé, que j'ai pas refaite parce que ça m'intéressait pas trop. Le torture test raté. Direct Drive, forcément, j'ai testé du TPU. 0,2 mm. Le print est super beau. Je l'ai pas mal rempli, il y a pas mal de remplissage, mais comme vous pouvez le voir, hop, c'est une pièce qui est souple. Le dessous est nickel. Enfin, voilà, une belle pièce, un petit lézard en TPU. J'ai aussi fait un petit monstre de Toy Story, petit extraterrestre de Toy Story. Toujours 0,2. L'avantage du TPU, c'est que les couches fusionnent bien. C'est vraiment très clean. Hop, on peut voir que c'est souple. On peut appuyer dessous. Une belle première couche. Le TPU sort tout seul, aucun souci. TPU, PETG, voilà, du PETG bleu. Une belle licorne. On peut voir, alors je sais pas si on va le voir, il y a un léger décalage sur le X, sur le haut de la tête. Il y a une belle première couche aussi. C'est du PETG bleu transparent de chez Composant toujours. Décalage sur le X. J'ai eu aussi un print avec un décalage sur le Y. J'ai vérifié les excentriques, les courroies, ça me paraît bon. Il fait pas chaud chez moi, donc je pense pas que ce soit les moteurs. J'espère que ce sont pas les drivers qui chauffent. Comme vous avez peut-être pu le voir sur le forum, sinon je vous le dis, il n'y a pas de radiateur, de dissipateur thermique sur les drivers. Et il se peut que ça chauffe, même si le ventilateur là-dessous tourne beaucoup. Donc ce serait peut-être également un upgrade à faire. C'est pas grand-chose, ça doit coûter quelques euros, un peu de pâte thermique et de colle. Refroidir correctement les drivers s'ils n'ont pas de radiateur sur la version de production. Donc on verra à quoi ça ressemble en version de production. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc je vous l'ai montré, le petit dragon. Lui, je l'ai imprimé à 100 microns. C'est pareil, ce PETG. De toute façon, le PETG, clairement, c'est quand on a le bon profil. J'ai pas beaucoup travaillé les profils. Si vous voulez, je vous les partagerai sur... on peut voir les petites pattes aussi.
Je vous les partagerai, mes profils Simplify 3D que j'ai fait, mais le PETG c'est plus solide, c'est plus beau rendu je trouve que le PLA, un petit peu plus cher à l'achat, mais c'est vraiment un matériau que moi j'affectionne beaucoup avec le TPU. Ensuite, une petite citrouille, forcément c'est le thème d'Halloween. Les porte-à-faux ont un peu peiné, j'aurais peut-être dû mettre un peu de support ou l'imprimer en 0.1 pour que ça mais encore que hein, c'est clean quand même. Voilà, il y a 0 support, c'est du 200 microns, le petit chapeau. Voilà, vraiment très très clean aussi. Là par contre c'est du filament rouge qui sort un peu orange, j'avais pas de orange de chez Stronger Hero, donc pareil, leur filament est vraiment pas mal. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo et sur le blog pour ceux que ça intéresse. Ensuite, donc ça c'était les échecs du Dragon, les classiques cubes hein, de calibration. Voilà, là les codes sont bonnes, ça déborde très peu sur les angles. Sur le dernier firmware, ils ont du linéaire advance qu'on peut régler en version Marlin, parce qu'ils ont fourni un menu Marlin classique et un menu plus ergonomique et plus optimisé, plus simple à utiliser, menu Obsidian. Donc là, moi pour le moment, j'utilise en Marlin UI, c'est pas celle que vous aurez, mais elle est plus complète et moins efficace, je trouve, hein, en termes d'usage. Même si c'est vrai que du coup, on peut tout faire, modifier les PID, les e-steps pour la calibration de l'extrudeur. Ah oui, sur la mise en route aussi, je calibre toujours l'extrudeur sur mon imprimante. Si j'ai la main sur les proms du firmware, je le fais dedans. Sinon, bah, j'essaie de jouer avec un produit en croix sur le débit, sur le flow du filament. Ensuite, voilà encore 2 benches que j'ai fait. Donc, le premier, raté avec la ventilation qui n'allait pas. Enfin voilà, du bridging avec un ventilateur qui tourne quasiment pas. Et là, du bridging avec un ventilateur qui tourne et c'est nettement mieux. D'ailleurs, c'était bien dans ce sens-là. Donc pareil, les bridging, le conduit de ventilation de la buse est plutôt bien fait. En termes de stringing, j'avais fait un petit test aussi. Voilà, c'est du direct drive. J'ai fait mes essais entre 1.8 et 2.5, je crois. Et la vitesse aux alentours de 30 mm par seconde. Donc voilà, c'est une imprimante qui imprime bien. La cinétique est très silencieuse, les mouvements sont très silencieux. La ventilation l'est tout de suite moins. Donc là, je trouve que ma artillerie X1 est un peu plus silencieuse à l'usage que celle-ci, mais elle reste silencieuse. C'est une machine qui est silencieuse. C'est une machine qui est précise aussi. Donc, comme je vous le disais en introduction, on est sur une carte mère 32 bits, des drivers TMC 2208. J'ai pas de gros points négatifs à lui mettre, si ce n'est que bon, voilà, c'est pas une version finale, mais les firmware sont pas encore très bien optimisés, mais il y a une grosse réactivité du côté de chez Ortur. Ils ont également fait un site dédié à leurs imprimantes, ce qui est le nouveau site ortur.tech, avec toutes les infos sur la Obsidian, notice de montage, vidéo de montage, comment régler l'offset Z pour le bed leveling. Donc voilà, ils se sont rattrapés là-dessus. La version que j'avais et les critiques que j'ai pu faire en début de vidéo ne sont pas fondées finalement. Après, je m'engage pas non plus sur la version finale, il faudra voir ce que ça donne. Mais en termes de critique, voilà, moi je trouve que l'alimentation sur le côté, c'est pas génial. Le LIPA amovible, c'est pas génial. Après, on a le contrôle de la ligne qui est génial. Leur interface qui est vraiment bien fichue, vraiment fluide. La machine silencieuse, précise. Enfin voilà, je trouve qu'au prix auquel elle est proposée, c'est une bonne machine. Aujourd'hui, si j'avais acheté une machine, ce serait une machine qui embarque ce type d'option. Une carte mère récente, des drivers silencieux. Tant qu'à faire, un lit amovible, contrôle d'alimentation, je trouve que c'est cool aussi. Voilà, maintenant, libre à vous avec toutes ces infos de la vidéo. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas à aller lire le topic sur le forum. Au moment où je vais publier la vidéo, le test sur le blog ne sera certainement pas fini de rédiger. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être alerté de son post, puisqu'on relaie tous nos articles sur les différents réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, on fait poster des photos, on relaie pas les articles. Mais n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fait toujours plaisir et ça nous motive un petit peu à publier du contenu. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour lesimprimantes3d.fr.